Nathan, si tu veux bien t'approcher de moi. Notre élève de Zola, Simon, je crois. Très bien. Je vous propose de débuter, Monsieur le Président. Monsieur Wilhelm, directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine, Madame Pellerin, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, Monsieur Puil, vice-président de Rennes Métropole, Madame Aïtarkoub, chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les enseignants, CPE, personnel, Mesdames et Messieurs les élèves, chers élèves. Vous avez, Monsieur le Président, lancé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux cette invitation. Et si je venais parler d'Europe dans vos lycées? Plusieurs Rennais ont répondu, de plusieurs lycées. Et par exemple, Monsieur Boursier, qui est à côté de moi, professeur d'histoire-géographie au lycée Saint-Martin de Rennes. Nathan Lebras, qui est à côté de moi, élève de première S ici au lycée Descartes et qui a été le premier à venir à ma rencontre suite à l'appel téléphonique de Madame la chef de cabinet. Simon Jupin, qui est là, qui est élève à Zola et qui a porté le projet depuis le lycée Zola, et quelques autres. Vous êtes également représentant de la section Bachibac de notre lycée, section binationale qui est très européenne, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Je vais prendre très peu de temps. Très peu de temps, je vous l'assure. Vous venez, Monsieur le Président, nous parler d'Europe, à la fois de cette réalité très concrète et puis d'une ambition toujours à écrire et à construire. Un projet pour la paix d'abord, et nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je pense au discours de Robert Schuman en 1950, je pense à René Cassin, je pense au père fondateur. Cette idée, n'est-ce pas, Madame Maréchal, cette idée de faire ensemble, de faire des choses ensemble, de faire ensemble pour éloigner les périls. C'est une des idées fondatrices. L'Europe est une ambition, c'est aussi une construction patiente de 6 pays en 1957 à 28 aujourd'hui, avec la question constante de son unité, et par exemple de son unité politique, avec d'autres questions récurrentes, et l'histoire nous fait une manière de clin d'œil, si vous me le permettez. Le président Charles de Gaulle a refusé par 2 fois l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe, et il est aujourd'hui question qu'elle en sorte, avec la question du Brexit. L'interrogation également récurrente du projet politique, une Europe des nations ou une Europe fédéraliste. La France tient, Monsieur le Président, une place tout à fait remarquable au service de cette noble ambition, et vous avez vous-même grandement œuvré à celle-ci. Au cours de votre mandat, la solidité économique de l'Europe a été interrogée, la solidité de la zone euro, la crise grecque. Au cours de votre mandat, le projet même de paix porté par l'Europe a été interrogé par les attaques que l'Europe et que la France a subies. Et puis l'Europe affronte de nombreuses questions, affronte avec humanisme de nombreuses questions, dont celle des migrations liées aux guerres et aux misères par le monde. Vous avez, Monsieur le Président, par vos fonctions éminentes et au nom de la France, beaucoup influé sur ces questions. Et sur ces questions et beaucoup d'autres, vous avez, Monsieur le Président, beaucoup parlé aux Français, à l'Europe et au monde. Vous nous faites ce matin l'honneur de venir parler à nos élèves. Je puis vous assurer, et vous l'avez vu d'ailleurs, je n'avais pas prévu qu'il y aurait tant de monde à l'entrée. Et donc j'avais prévu de vous dire que je pouvais vous assurer que très nombreux étaient ceux qui regrettaient de ne pas partager ce moment. Vous avez pu le vivre et j'en suis très heureux. Mais notre amphithéâtre ne comporte que 130 places. Je vous remercie très chaleureusement, Monsieur le Président, d'avoir souhaité ce projet et d'être venu en Bretagne ce matin, qui est une terre d'humanisme, dont les valeurs, et d'ailleurs les valeurs de notre école, sont très proches, je crois, du projet humaniste de l'Europe, en Bretagne et singulièrement au lycée René Descartes. Vraiment, bienvenue, Monsieur le Président. Monsieur le Proviseur, merci d'avoir rendu possible cette rencontre, car c'est vrai que j'avais lancé un appel, mais fallait-il encore qu'il soit entendu? Et ici, il l'a été largement, puisque enseignants, élèves ont souhaité que je puisse venir ici à Rennes. Et vous avez vous-même ouvert votre établissement à d'autres, puisque ici, il y a des élèves qui viennent de plusieurs lycées
de Rennes. Je salue bien sûr la municipalité de Rennes, la région Bretagne, parce que c'est la région Bretagne qui entretient, construit les lycées, même si c'est l'académie qui assure que les programmes sont bien respectés. Et ma visite s'inscrit non pas dans un programme, ni politique ni éducatif, s'inscrit tout simplement dans une volonté que je veux partager, qui est de mieux faire connaître l'Europe d'un point de vue presque de l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai exercé au nom de la France pendant 5 ans la responsabilité de la République et j'ai donc participé à de nombreux conseils européens, à des règlements de crise, aussi bien sur la zone euro que sur la question des réfugiés, que sur le terrorisme. Et je trouvais utile de pouvoir vous transmettre ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, ce que je sais, vous qui allez être demain, après-demain, des citoyens et des acteurs de la vie publique française. L'Europe telle que vous la connaissez, elle est à la fois très concrète. Vous faites partie d'une génération qui n'a connu que l'Europe, à la différence, par exemple, de mes propres parents, qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et qui avaient regardé l'Europe comme une construction très audacieuse, très originale même, après un siècle de conflits. Vous n'avez connu que l'Europe de la paix. Vous n'avez pas connu de guerre, encore que, pas si loin, lorsque vous étiez à peine né, dans l'ex-Yougoslavie, il y a eu une guerre, à quelques heures de Rennes. Vous avez toujours connu l'euro. Dans votre poche, il n'y a eu que cette monnaie. Moi, je fais partie d'une génération où on avait le franc. Et quand il s'est agi de passer du franc à l'euro, on a mis du temps pour faire nous-mêmes les conversions nécessaires. Vous, c'est la monnaie que vous utilisez et avec laquelle vous pouvez non seulement commercer ici, mais aller partout en Europe sans qu'il y ait besoin de passeport pour aller visiter des pays voisins ou plus lointains. Et pourtant, j'en suis sûr, l'Europe, malgré toutes les connaissances que vous avez déjà, reste un mystère. Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si économique et si peu politique? Pourquoi l'Europe ne se défend pas par elle-même? Pourquoi l'Europe est aussi frileuse par rapport à des conflits qui se passent à ses frontières? Donc c'est pour répondre à toutes vos questions que j'ai souhaité aller directement vers vous. Et je crois que vos enseignants, je les en remercie, ont préparé avec vous un certain nombre de questionnements. Soyez les plus libres possibles. Je ne sais pas si on aura l'occasion de se revoir, j'espère, mais pas forcément dans cet établissement. Donc, utilisez ce moment qui nous est donné pour aller jusqu'au fond de vos interrogations, de vos doutes, de vos espoirs, et de manière à ce que ce soit le plus utile pour vous et le plus pédagogique aussi, parce que la pédagogie, c'est bien sûr ce que les enseignants transmettent, les connaissances, mais c'est aussi ce que des acteurs dans différents domaines doivent vous témoigner, parce que vous devez aussi aller chercher auprès de ceux qui font l'histoire ce que vous aurez vous-même à faire le moment venu. Donc je ne veux pas être plus long parce que je veux répondre à vos questions et donc je laisse enseignants et élèves la parole. Eh bien, Monsieur le Président, donc c'est Célia, élève de terminale Bachiba, qui va vous poser la première question. Donc bonjour Monsieur le Président. Donc quel intérêt y a-t-il à mener une construction européenne à plusieurs vitesses par le domaine monétaire, l'espace Schengen ou une politique de défense qui n'est pas vraiment commune à toute l'Europe? Bon, on rentre dans le vif du sujet. Bon, Monsieur le Proviseur l'a rappelé, l'Europe, elle s'est faite par étapes. Là aussi, quand j'avais votre âge, il n'y avait que l'Europe des 6. Et ça paraissait déjà être une aventure. L'Allemagne et la France s'étaient fait la guerre. Le Royaume-Uni, notre allié, n'était pas dans l'Europe. Mais il avait fallu que le général de Gaulle, le chancelier à l'époque allemand Adenauer, se dise qu'il fallait trouver une forme pour cette Europe pour éviter la guerre. Ce n'était pas par la défense qu'elle s'est construite, c'est par le marché commun. Puis ensuite, l'Europe s'est élargie. Chaque fois qu'une dictature tombait, eh bien, le pays qui accédait à la liberté, à la démocratie,
entraient également dans l'Union européenne, ce qui a été le cas de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal. Parce qu'il y a à peu près 40 ans, il y avait encore des dictatures en Europe de l'Ouest. Puis ensuite, des pays qui avaient été écartés dans un premier temps ou qui s'étaient écartés de la construction européenne ont rejoint le Royaume-Uni, l'Irlande, on y reviendra sans doute, l'Autriche, et puis la Suède aussi, et puis donc les pays scandinaves. Arrive la chute du mur de Berlin. Là aussi, vous n'avez connu l'Europe qu'unie. Mais jusqu'en milieu des années, enfin fin des années 80, début des années 90, il y avait encore 2 Europes. Donc cette Europe de l'Est, que l'on voit ici en rouge, peut-être parce que c'est le souvenir de ce qu'était autrefois l'Europe sous domination soviétique, cette Europe-là, elle a été intégrée progressivement, et c'est ce qui fait que l'Europe est à 28. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a eu des unions dans cette Europe à géométrie variable. D'abord, il y a ce qu'on appelle la zone euro. 18 pays en font partie. Pas tous, donc. Pas tous les pays européens sont dans la zone euro, à commencer par le Royaume-Uni. Et puis, il y a l'espace Schengen. Qu'est-ce que ça veut dire l'espace Schengen? Je pense qu'on y reviendra, parce que c'est la question de l'immigration, des réfugiés. Ce sont les pays qui acceptent d'avoir une frontière commune, bien sûr, et qui en assurent le contrôle. Et au sein de cet espace Schengen, c'est la libre circulation. Mais le pays qui est frontière doit assurer pour les autres le contrôle de l'immigration. Tous les pays européens ne sont pas membres de l'espace Schengen. Par exemple, la Bulgarie, la Roumanie ne sont pas membres de l'espace Schengen. Est-ce qu'on peut fonctionner à 28, bientôt à 27, avec d'ailleurs des perspectives d'élargissement? Parce qu'il y a aussi des pays qui demandent à rentrer. La Serbie, dans l'ex-Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine, là où il y a eu la guerre. L'Albanie demande à rentrer. Il y a eu la Turquie qui aussi a frappé à la porte. Alors on imagine si l'Europe devient à 30, 32, 35 pays, et même déjà à 28, est-ce qu'on pourra assurer les priorités qui sont les nôtres, notamment pour l'écologie, pour l'industrie nouvelle, pour se protéger de puissances que l'on connaît et qui sont quand même économiquement et quelquefois militairement menaçantes? Est-ce que l'on pourra le faire, même l'Europe de la défense dont tu parlais? C'est pourquoi aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui pensent, expérience faite, qu'il faut garder bien sûr cette Europe à 27, puisque le Royaume-Uni va partir, peut-être demain à davantage, mais qu'on doit, avec quelques pays, décider d'aller beaucoup plus loin et d'approfondir. On ne pourra plus le faire à autant de pays. Il faut garder ce qui existe aujourd'hui, mais il faudra sauter des étapes avec les pays qui le voudront. Autre question? Oui, alors c'est une question de Nathan, justement, donc élève de première S2. Bonjour, Monsieur le Président. Après le rejet par référendum des électeurs français de 2 traités européens, comment rendre l'Union européenne plus démocratique? Alors, dans ta question, il y a le traité de 2005, c'est ça auquel tu fais référence, qui a été rejeté par le peuple français. Donc en 2005, il y avait eu une nouvelle configuration européenne qui rassemblait tous les traités existants et changeait un certain nombre d'institutions, créait un président du Conseil européen, un haut représentant pour la politique étrangère. Donc il y avait une volonté de mettre davantage de politique dans les institutions européennes et dans leur fonctionnement. Il y a eu un débat dans 2 pays par référendum, aux Pays-Bas et en France pratiquement au même moment, c'est-à-dire au printemps 2005. La gauche et la droite se sont divisées, pas simplement entre la gauche et la droite, mais au sein de la droite, au sein de la gauche, il y a eu des opinions différentes, et c'est le non qui l'a emporté. Alors, est-ce que le non signifiait la sortie de la France ou des Pays-Bas, puisqu'ils ont également répondu non, de l'Union européenne? Il ne s'agissait pas de ça. Mais le traité ne pouvait plus rentrer en vigueur, puisque un pays, il suffisait d'un, l'avait refusé. Parce que pour changer les traités européens, il faut que tous les pays l'acceptent. C'est l'unanimité.
À ce moment-là, il y a eu une nouvelle négociation. C'était mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui l'a menée. Et ils ont fait à peu près le même traité, avec quelques dispositions en moins. Mais plutôt que de le repasser par le référendum, ça a été adopté par le Parlement. Et ça a été critiqué en disant comment se fait-il que lorsqu'un pays s'exprime par un référendum et donne une réponse, en l'occurrence le non, face à un traité pas très différent, on ne le reconsulte pas et on ne saisit pas le peuple de cette nouvelle question. Aujourd'hui, c'est donc le traité dit de Lisbonne qui s'applique et qui est donc le traité européen qui organise les institutions. Au Royaume-Uni, mais on va y revenir, il y a eu un référendum qui, lui, a porté non pas sur le traité en question, mais a porté sur la présence ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Alors c'est vrai que la question du référendum était plusieurs fois évoquée. L'Irlande avait plusieurs fois fait des référendums et chaque fois c'était la même réponse, c'était non. Et on demandait à l'Irlande de répéter autant de fois qu'il était nécessaire pour qu'enfin l'Irlande puisse dire oui. Puis finalement ils ont dit oui. Mais c'est ce qui explique qu'il y a une prise de distance des opinions publiques par rapport à l'Europe, parce que c'était l'idée que finalement on imposait une position plutôt qu'on la faisait partager par les peuples. Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était ce que tu souhaitais? Autre question. Vous évoquiez l'adhésion des peuples à l'Union européenne. On a justement une question de Tanguy. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Tanguy Morel, élève du terminal S au lycée Saint-Martin, quartier Sainte-Geneviève. Monsieur, nous savons que les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ont toujours été tumultueuses. À la veille d'un hypothétique Brexit qui divise la Grande-Bretagne, quelles seraient les conséquences concrètes pour les autres États de l'Union, et cela ne marquerait-il pas un cran d'arrêt à l'idéal européen? Donc, avant moi, le proviseur a rappelé l'histoire. Lorsque se crée le marché commun, en 1957, le Royaume-Uni n'y adhère pas. Et quelques années plus tard, le gouvernement britannique demande à rejoindre ce qu'était l'Europe des Six. Le général de Gaulle, qui pourtant avait été accueilli à Londres pendant la guerre et avait eu des relations à la fois chaleureuses et froides avec Churchill, pense qu'il ne faut pas que le Royaume-Uni entre dans le marché commun. Et donc, à deux reprises, dit non. Puis, le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969 et c'est Georges Pompidou qui lui succède. Et Georges Pompidou accède à la demande britannique et il y a un référendum pour savoir si le peuple français accepte l'adhésion du Royaume-Uni et de l'Irlande. Le temps passe, puis Margaret Thatcher, ça vous dit quelque chose? Margaret Thatcher devient première ministre britannique et dit on a négocié, mais on a mal négocié l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, on n'appelait pas comme ça dans l'Europe en tout cas, et elle demande à recevoir un chèque en disant le Royaume-Uni paye trop, parce que vous savez qu'il y a des pays qui payent plus qu'ils ne reçoivent. La France fait partie de ces pays, avec l'Allemagne, qui payent davantage qu'ils ne reçoivent de l'Union européenne. Donc, Mme Thatcher dit non, nous, on veut avoir notre monnaie en retour, en monnaie back, donc on veut avoir notre argent. Donc, François Mitterrand est président de la République à ce moment-là. C'est une longue négociation. Finalement, on arrive à trouver un accord. Le temps passe, puis un nouveau gouvernement britannique, gouvernement conservateur, qui veut plutôt rester dans l'Union européenne, cède à une promesse. Quelquefois, il vaut mieux pas faire de promesses. Et là, une promesse d'organiser un référendum. Et je suis président de la République à ce moment-là. Et donc David Cameron, Premier ministre britannique, gagne les élections sur cette promesse. Donc après, sa majorité lui dit écoute, maintenant, il faut que tu fasses le référendum. Madame Merkel et moi, on lui dit est-ce que tu es bien sûr qu'il faut faire un référendum? Parce que nous, on a l'expérience, justement, en France, c'est pas si simple, même pour la question majeure de rester ou de ne pas rester dans l'Union européenne. Lui, il dit non, non seulement on va faire le référendum, mais je vais le gagner. Et le référendum a lieu en 2016.
Et il est donc perdu pour David Cameron, qui quitte le pouvoir. Et donc c'est le nom qui l'emporte, c'est le Brexit. Et c'est ainsi qu'en 2016, on pense que ça va se faire en quelques mois, le départ. Et 3 ans après, presque jour pour jour, nous en sommes là. Et on a l'impression que le Royaume-Uni ne sait pas comment sortir. Déjà, il avait eu du mal à entrer, mais maintenant ne sait pas comment sortir. Il y a ceux qui sont pour ce qu'on appelle un Brexit dur, ceux qui sont pour un Brexit mou, ceux qui sentent qu'il vaudrait mieux faire un nouveau référendum. Bref, on en est là. Et vous avez vu que la première ministre britannique a dit que si son texte passait pour partir dans des conditions à peu près convenables à ses yeux, elle serait prête à quitter le pouvoir, comme si l'idée même de quitter le pouvoir pourrait convaincre des députés ou conservateurs ou travaillistes de voter pour la solution du Brexit. Alors la question que tu poses, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour le Royaume-Uni et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour nous? Je suis en Bretagne, la question de la pêche est déjà posée. Hein. Bon. Parce que qu'est-ce que ça a comme conséquence? Prenons l'exemple de la pêche. Peut-être un exemple qui, dans une autre région, n'aurait pas la même signification. Aujourd'hui, les pêcheurs bretons, français, ils peuvent aller pêcher dans les eaux britanniques parce que ce sont les eaux que nous partageons. S'il y a le Brexit, eh bien, ça sera difficile ou impossible. Mais ça, c'est pour la question particulière de la pêche. Qu'est-ce que c'est que, et ça nous permettra de comprendre ce que c'est que le marché commun, qu'est-ce que c'est que le marché unique, qu'est-ce que c'est que l'union douanière. Aujourd'hui, un produit qui est fabriqué au Royaume-Uni, quand il arrive en France, il ne paye aucun droit de douane. De la même manière, quand nous, on exporte vers le Royaume-Uni une automobile, elle ne paye aucun droit de douane. Si le Royaume-Uni sort, il faut fixer des droits de douane entre le Royaume-Uni et le reste des pays européens. Donc ça coûtera plus cher pour les Britanniques d'importer des produits européens, et nous, ça nous coûtera plus cher d'importer des produits britanniques. Sauf que la Grande-Bretagne commerce beaucoup plus avec l'Europe que nous, Européens, nous commerçons avec le Royaume-Uni en masse et en proportion. Donc, à partir de là, il y a une deuxième conséquence, c'est que ce qu'on appelle la libre circulation, les personnes qui vivent au Royaume-Uni sont des citoyens européens et donc ont les mêmes facilités que les citoyens britanniques. Avec le Brexit, même s'il y a eu des périodes de transition et ceux qui y sont déjà auront les mêmes droits, mais on voit bien qu'il sera beaucoup plus difficile d'aller travailler au Royaume-Uni pour un Européen. C'est d'ailleurs ce que voulaient les Britanniques, parce qu'ils ne voulaient pas que des Roumains, des Bulgares, des Polonais viennent travailler chez eux. Mais la conséquence, c'est que il y a un problème qui n'avait pas été forcément identifié, qui est tout le problème qui fait qu'il y a le blocage. L'Irlande que vous voyez, elle est coupée en deux. Il y a une partie, l'Irlande du Nord, qui est dans le Royaume-Uni, et puis il y a la République d'Irlande, qui est un pays, et qui, lui, veut rester dans l'Union européenne. Cette question ne se pose même pas. Il y a eu, là aussi, personne ne peut l'imaginer aujourd'hui, mais il y a eu dans les années 70 une guerre civile, quasiment une guerre civile, avec du terrorisme en Irlande du Nord. Et à la fin, pour trouver un processus de sortie de cette crise, il avait été dit qu'entre les deux Irlandes, il n'y aurait pas de frontières. Et que c'était donc finalement, non pas l'unité, ça les Irlandais du Nord ne le voulaient pas, mais ce serait au moins finalement une forme de vie commune. Mais si le Royaume-Uni sort, il faut rétablir une frontière entre les deux Irlandes. Et s'il y a une frontière, à ce moment-là, ça remet en cause tout le principe qui avait permis la paix. Et s'il n'y a pas de frontière, alors s'il n'y a pas de frontière, si les produits européens peuvent arriver en Irlande du Nord sans droit de douane, bah, ils iront au Royaume-Uni sans droit de douane. C'est ça donc on invente une solution transitoire, et c'est cette solution transitoire qui aujourd'hui ne passe pas devant la Chambre des communes. Et pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que ce qu'on appelle l'union douanière, c'est que aujourd'hui, non seulement on n'a pas de droit de douane à l'intérieur de l'Europe, mais on a les mêmes droits de douane à l'égard des pays
extérieure à l'Union européenne. Si les Chinois ou les Américains veulent vendre leurs produits en Europe, qu'ils le vendent au Royaume-Uni ou en France ou en Espagne, ce sera le même système commercial qui l'emportera. Ah oui. Et si le Royaume-Uni sort, le Royaume-Uni va être obligé de renégocier tous ses accords avec les autres pays. Alors, c'est vrai que c'est douloureux pour le Royaume-Uni, en ce moment, ce qui est vécu. Moins pour l'Europe, puisque l'Europe a été plutôt unie sur la négociation et sur les termes de cette négociation, même s'il y aura des conséquences, parce qu'il y aura une conséquence, c'est que Londres était une place financière qui, paradoxalement, le Royaume-Uni n'était pas dans la zone euro, mais la place financière de Londres jouait le rôle presque de place centrale pour les opérations financières. Ça va se réduire significativement. Donc si je voulais résumer, je pense que ça va être coûteux pour le Royaume-Uni, coûteux, on le voit économiquement, coûteux financièrement, coûteux politiquement. Ça va avoir des conséquences qui ne sont pas très heureuses pour le reste de l'Europe. On a parlé de la pêche, on peut parler aussi de nos relations, nous, Français, quotidiennes avec le Royaume-Uni, puisqu'il y a 400 000 Français qui vivent au Royaume-Uni. Mais ça n'aura pas les mêmes impacts. Et on voit bien que, finalement, plus personne ne demande à sortir de l'Union européenne aujourd'hui. Les partis nationalistes, extrémistes, partis d'extrême droite notamment, qui étaient sur le thème « il faut aussi que la France sorte de l'Union européenne » ou d'autres pays qui ne sont pas très encourageants à l'égard de l'idée européenne. Aucun ne veut sortir de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, pas simplement la difficulté pour en sortir, mais le coût que cela peut représenter en termes notamment économiques. Autre question. Monsieur le Président, bonjour. Donc Simon Jupin du lycée Émile Zola a justement une question sur la montée des extrêmes en lien avec les déplacements de population. Merci. Bonjour Monsieur le Président. De plus en plus de personnes sont séduites par les partis d'extrême droite. Ces partis arrivent même au pouvoir en Italie ou en Hongrie. Que diriez-vous à un électeur qui s'apprête à voter pour ces partis en mai prochain ? Ici, je ne dirais rien pour ne pas compromettre les principes de neutralité. L'Académie pourrait m'en faire le reproche. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un mouvement nationaliste qui, peut-être, est une des conséquences de la mondialisation. La mondialisation, ça a été l'ouverture de toutes les économies, multiplication des échanges, avec des avantages, et une croissance élevée pour un certain nombre de pays émergents, mais aussi une concurrence beaucoup plus rude, et qui a parfois conduit à du chômage. Alors, face à cette mondialisation, la tentation, c'est effectivement une forme de protectionnisme et de nationalisme, et à commencer par les États-Unis d'Amérique. Donald Trump s'est fait élire, en l'occurrence, sur un programme qu'on qualifierait peut-être d'extrême droite ici, mais enfin, on pourrait dire, si on ne veut pas d'ennui diplomatique, un programme nationaliste et souverainiste, avec son slogan d'ailleurs, hein, America First. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée qu'on va se protéger, qu'on va revenir à des frontières, qu'on va ériger des murs par rapport à l'immigration. En Europe, ce mouvement existe aussi depuis quelquefois des années. Hein, la Hongrie, la Pologne, d'une certaine façon la Slovaquie, la République tchèque, tous ces pays qui, autrefois, dans le giron communiste, aspiraient à la liberté et ont eu la liberté, qui ont bénéficié beaucoup de leur intégration à l'Union européenne. Beaucoup de subventions sont allées directement vers ces pays-là. Eux considèrent qu'ils ont obtenu de l'Europe ce qu'ils voulaient et ne sont pas tentés d'aller beaucoup plus loin et sont hantés par la question de l'immigration. Et c'est ce qui s'est produit notamment avec l'affaire des réfugiés, peut-être sur laquelle on reviendra. Donc ces pays, c'est vrai, se sont dotés de gouvernements que l'on pourrait qualifier de nationalistes ou d'extrémistes. Et on a vu en Italie, c'est exact, hein, un parti, là aussi, extrémiste, aujourd'hui associé au gouvernement. Et le thème qu'ils utilisent, il est à la fois de se protéger à l'égard du reste du monde, sur le plan commercial. De ce point de vue-là,
Donald Trump a, si je puis dire, fait des émules, et de se protéger par rapport à l'immigration. Et c'est là qu'on peut peut-être évoquer des dangers. Le premier danger, c'est une guerre commerciale à l'échelle du monde, qui est en train de se produire entre la Chine, les États-Unis. La Chine, maintenant, vous avez vu la visite du président Xi Jinping qui vient essayer de séduire les pays d'Europe de l'Est pour faire entrer ses produits ou ses investissements et qui essaye de pousser ses avantages. Mais une Europe qui se méfie maintenant aussi de la puissance économique chinoise, donc tentation aussi protectionniste de ce côté-là. Donc la guerre commerciale, avec tout ce qu'elle peut avoir de conséquences. Vous avez appris que dans l'entre-deux-guerres, il y avait eu aussi des guerres commerciales qui s'étaient déclarées. Le second sujet est bien sûr l'immigration. Il y a des pays qui ont été confrontés directement à l'immigration. L'Italie, et puis les pays où la Grèce, qui ont accueilli des réfugiés. Les pays qui ont le plus accueilli de réfugiés et d'immigrés ces dernières années, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Suède. Et donc ces pays ont fait l'effort pour, j'en dire, l'ensemble de l'Europe d'accueillir ces réfugiés. Et les autres s'y refusent. Mais est-ce que l'on pourra garder ce même esprit européen s'il y a cette attitude différente entre les uns qui accueillent, les autres qui n'accueillent pas, alors même qu'on doit circuler librement au sein de l'Union européenne? Enfin, ce que ces partis ou ces pays, puisque maintenant ces partis sont à la direction d'un certain nombre de pays, ne veulent plus, c'est une Europe qui puisse avancer sur le plan politique ou même sur le plan de sa défense. Eux, ils sont très satisfaits de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire finalement uniquement l'économie, uniquement la circulation des personnes et rien de plus. Et le risque, à un moment, c'est une forme de coupure, de dislocation de l'Europe, non pas d'éclatement, mais d'empêchement, finalement, d'incapacité à faire avancer le projet européen. Et c'est tout le débat de savoir jusqu'où on doit s'ouvrir. On ne doit pas le faire naïvement, il faut se protéger aussi par rapport à des règles sanitaires ou à des règles écologiques, mais il faut aussi être capable de travailler avec le reste du monde. Et ça, c'est une idée que beaucoup ici portent, notamment en Bretagne, c'est l'idée que l'Europe, elle doit servir non pas simplement à unir les peuples sur le continent européen, mais aussi à porter des valeurs universelles, et notamment la démocratie. Et aujourd'hui, insensiblement, la démocratie recule partout dans le monde. Et donc ça va être la grande question qui va être posée dans les années qui viennent, à votre génération, c'est qu'est-ce que va devenir la démocratie? Est-ce que la démocratie peut être renouvelée, peut être capable de convaincre encore les peuples, ou est-ce que les puissances les plus fortes, Russie, Chine, États-Unis, finalement, ne raisonnent qu'en termes de puissance et plus en termes de droits, de liberté et de valeurs universelles. J'ai été dans le plus autorisé de ce que je pouvais faire. Pour le reste, on se retrouvera. Monsieur le Président, bonjour. Donc, si vous le permettez, pour prolonger ce que vous nous disiez sur la politique migratoire communautaire, Chan, élève de première S, va vous poser donc une question plus spécifiquement consacrée à l'Italie. Monsieur le Président, alors ma question c'est sur le défi migratoire en Méditerranée et je voulais savoir quel regard portez-vous sur le plan Mare Nostrum. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer le plan Mare Nostrum? Alors il a été établi en 2014 par les Italiens pour aider les migrants à intégrer l'Europe. Alors, bon, il y a eu deux grands courants migratoires ces dernières années. L'un venant de Turquie et arrivant en Grèce et traversant l'Europe. Ça, c'était directement lié aux conflits qui se sont produits, qui ne sont pas d'ailleurs totalement terminés, en Irak et en Syrie. Vous vous souvenez de ces images, de ces drames où des villes entières ont été bombardées, des gens ont fui le terrorisme et sont arrivés dans des camps en Turquie, en Jordanie, au Liban. Puis à un moment, de Turquie sont venus ces réfugiés. Syriens pour beaucoup, Irakiens quelquefois, et puis même des Afghans qui sont arrivés là. D'accord ? Donc ça, ils sont arrivés par la Grèce. Et puis, il y a
en face de l'Italie, un pays qui s'appelle la Libye, et qui est en désordre et en chaos, et beaucoup de migrants, parfois des réfugiés aussi, hein, venant du Soudan, d'Érythrée, étant menacés pour leur propre vie, sont partis pour faire la traversée. Autant la traversée entre la Turquie et la Grèce, c'est tout proche, même si vous vous souvenez, il y a eu des images, notamment d'un enfant, la tête dans le sable, qui avait été rejeté par la mer. Ça, c'était en Grèce et en Turquie. Et là, la traversée est beaucoup plus périlleuse. Donc c'est pour ça que les Italiens, et l'Europe aussi, avaient fait en sorte de recueillir un certain nombre de migrants, de réfugiés, et de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Mais le flux a été tellement important que, normalement, donc les règles de Schengen, avec un accord qui s'appelle l'accord de Dublin, les règles de Schengen, c'est quand vous arrivez ici en Sicile ou à la botte italienne ou à Malte, il y a un système d'enregistrement. On vous dit, voilà, dites-nous, vous êtes demandeur d'asile, vous fuyez quel pays, on enregistre. Et une fois qu'on est enregistré, on peut aller dans le pays où on souhaite rejoindre sa famille ou des amis. Ce système n'a pas du tout marché pendant les années 2015-2016, parce que le flux était tellement important que les migrants, les réfugiés ne s'arrêtaient plus. Même si on voulait les enregistrer, ils continuaient leur route. Alors, il y a en plus des drames humanitaires qui se sont poursuivis, parce qu'il y a malgré tout le système de contrôle, de garde-côtes, etc. Il y en a qui, sur des embarcations de fortune, avec des passeurs peu scrupuleux, qui coulaient les bateaux en pleine mer. On a eu des milliers de personnes qui sont décédées dans des conditions terribles. Aujourd'hui, le flux, si je puis dire, le mouvement est beaucoup plus faible. Et il ne faut pas non plus penser que ça va durer. Parce que s'il y a toujours des crises, il y aura forcément un moment ou un autre des mouvements de réfugiés. Mais pour l'instant, donc, le système est stabilisé et on a moins de drames. Et on est en train de réfléchir aux formes de l'accueil que ça pourrait éventuellement prendre. Et l'Italie, parce que tu as posé cette question sur l'Italie, dit « Moi, je ne veux plus être responsable de l'enregistrement des demandeurs d'asile. » Ça, c'est l'accord de Dublin. Je veux que ce soit finalement partagé, parce qu'une fois que les personnes sont enregistrées, elles restent en Italie, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais le problème de l'Europe, et c'est là qu'on voit bien ces insuffisances, et moi, je les ai vécues de l'intérieur, c'est que quand il y a eu 2015-2016, ces colonnes de familles, de personnes qui venaient en Europe, la question s'est posée de leur répartition. Mme Merkel avait ouvert les portes de l'Allemagne parce qu'ils étaient massés là, en Autriche, en République tchèque, et elle a ouvert les portes. Mais elle a dit, mais c'est retourné vers les pays de l'Est qu'elle avait pourtant beaucoup aidés. Elle a dit, mais écoutez, partageons l'effort. Faisons en sorte que ces réfugiés puissent être accueillis dans tous les pays européens. Et ces pays ont dit, mais dans les traités, rien n'est prévu pour la répartition des réfugiés. Il y a des règles en matière d'immigration, nous respectons les règles, mais vous ne pouvez pas nous imposer d'accueillir des réfugiés. Alors on a eu plusieurs séances du Conseil européen, et c'était toujours la même réponse. Nous sommes prêts à dire que sur le plan du volontariat, nous pouvons en prendre quelques milliers, mais vous ne pouvez pas, l'Europe, vous ne pouvez pas nous imposer de prendre des réfugiés. Finalement, ils en ont pris très peu. Et certains ont même dit, on en prendra d'autant moins qu'ils sont musulmans. Parce que nous avons d'autres valeurs, d'autres origines, d'autres confessions, et nous ne voulons pas avoir ce problème que vous, parce qu'ils ont été assez agressifs, que vous, les pays comme la France, l'Italie, vous avez été des pays coloniaux, bah, vous traitez avec les pays africains. Donc vous voyez la dureté des échanges. Hein, et une forme d'égoïsme qui s'est emparé. Tout à l'heure, on parlait de l'extrémisme. L'extrémisme, c'est un égoïsme, d'abord. Donc il faut qu'on règle cette question, il faut qu'on la règle, mais on ne pourra pas la régler. C'est pour ça que la première question était importante. On ne pourra pas les régler à 27, parce que ces pays-là, de toute façon, refuseront. Donc il va falloir que nous nous organisions différemment.
Bon, alors, il faut aussi régler les conflits qui provoquent les réfugiés. Pendant plusieurs séances du Conseil européen, dans les années 2013-2014, quand la France intervenait au Mali, quand nous étions présents aussi en Irak, je disais à mes collègues, je leur disais, vous savez, ce qui se passe là, au Moyen-Orient, un jour, il y aura des conséquences sur l'Europe. Ils disaient, écoutez, c'est pas notre affaire, nous on est entre Européens, réglons les problèmes des Européens, on a déjà suffisamment à faire, la zone euro, etc. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le terrorisme. Vous vous souvenez des attentats? Ouais, ils ont quand même été organisés de là. Puis après, on a eu les réfugiés qui fuyaient. De la même manière, si on ne soutient pas l'Afrique dans son développement, et même si les Africains font des efforts pour contrôler leurs frontières, il y aura toujours, et le réchauffement climatique accélérera ce processus, on aura toujours des mouvements de migration. Donc il faut que l'Europe se préoccupe de ce qui se passe à ses frontières, au-delà de ses frontières, pour éviter les drames que nous connaissons. Monsieur le Président, on va terminer la série des questions sur l'Union européenne, avant de passer aux questions libres, avec une question donc de Tanguy. On va décentrer un petit peu, et puis on va aller voir du côté de l'Amérique latine aussi. Bonjour, Monsieur le Président. En tant qu'élève en section binationale Bachibac, nous avons l'occasion d'étudier l'Amérique latine. Et donc, je voulais savoir si le Mercosur avait une importance aux yeux de l'Union européenne. Et pensez-vous que cette organisation comptera à l'avenir avec l'élection de M. Bolsonaro? Alors, est-ce que tu peux préciser pour tes camarades qui n'ont pas le niveau ce que c'est que le Mercosur? Ah, donc, le Mercosur, c'est un traité de libre... On va dire que c'est l'Union européenne, mais en Amérique latine. Et donc, c'est un traité sur les échanges de l'Amérique du Sud, plus le Mexique également. Alors, il a très bien répondu, donc rien à ajouter. Quand l'Europe a montré son succès, car on critique parfois à juste raison, je l'ai fait, l'Europe, mais il faut aussi voir ce qu'elle a apporté. Ce qu'elle a apporté sur le plan économique, sur le plan de la stabilité financière, sur le plan de la solidarité, on l'a vu avec la Grèce dans la zone euro, ce qu'elle a apporté aussi pour intégrer les pays de l'Est, tout ça, c'est quand même à mettre au bénéfice de l'Europe. Et donc, en Amérique latine, un certain nombre de pays se sont dit, mais nous, on va faire à peu près la même chose. C'est-à-dire, on va constituer une union douanière. Une union douanière, c'est on n'a pas de droit de douane entre nous et on peut commercer beaucoup plus facilement. Et le Mercosur, donc, s'est constitué ainsi en Amérique latine. Et il y a une négociation qui est particulièrement ardue entre le Mercosur et l'Europe. Parce que aujourd'hui, il faut faire des accords commerciaux si on veut vendre ses produits dans d'autres pays que son propre continent. Donc pour les latino-américains, c'était important de pouvoir vendre sur le plan agricole, ce qui d'ailleurs fait qu'il y a des résistances très fortes ici en France par rapport à l'accord avec le Mercosur, parce que la viande argentine, etc., ou les produits venant du Mexique. Bon. Donc, il y a le Mercosur qui négocie aussi avec l'Europe. Et puis, tu poses la question, est-ce que la montée des nationalistes aussi en Amérique latine, puisque Bolsonaro, président nouveau du Brésil, est un nationaliste, qui est un protectionniste, très lié à Donald Trump, est-ce qu'il va accepter que le Mercosur fonctionne sur les règles qu'on vient de rappeler? Ce n'est pas sûr. Donc on voit bien qu'il y a un détricotage de tout ce qui était une forme d'organisation du commerce, l'organisation des échanges, aussi bien en Amérique latine, d'une certaine façon en Europe avec le départ du Royaume-Uni, de ce que fait Donald Trump avec la Chine, de ce que font aussi les Mexicains et les Canadiens. Ils n'ont pas eu le choix avec les Américains, parce que Donald Trump leur a aussi serré la vis de ce côté-là et relevé les droits de douane. Donc on voit bien qu'on est dans un moment, dans une tension du monde que votre génération va affronter, où il y a un repli sur chaque pays, une volonté de se protéger, une peur de l'autre, une peur du monde,
avec les risques que l'on sait. C'est-à-dire qu'au départ, on se protège par rapport à ce qu'on croit être l'étranger, ce qu'on croit être les produits venant de l'extérieur. Puis à la fin, on se protège tellement qu'on se replie et qu'on devient nationaliste et quelquefois extrémiste. S'il y a d'autres questions sur l'Europe, je les prends. Soyez libres. Est-ce qu'il y a une question rentrée? Quelqu'un qui avait voulu poser absolument une question sur l'Europe et qui n'a pas pu la poser Maria, non, ou peut-être sur l'environnement. Voilà. Alors, à nouveau, donc, une question des élèves du lycée Zola. Sur l'environnement et l'Europe? Non? Allez, un peu de courage. Allez. La question. La France a organisé en 2015 la COP 21. L'écologie, c'est très important. Et, c'est vrai que t'as mis le maillot vert, toi. Il y a plusieurs semaines, les lycéens se sont mobilisés pour le climat. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Cette question devait être posée, c'est pour ça que je la cherchais quand même. Bon. Accord sur le climat, donc décembre 2015. Jusque-là, le monde n'avait pas été capable de se mettre d'accord sur des objectifs de réduction des émissions de CO2 et de lutte contre le réchauffement climatique. Il y avait eu un sommet à Copenhague en 2009 et ça avait échoué. À tel point que personne ne voulait plus organiser un sommet international sur la question du climat, de peur d'échouer de nouveau. Alors un jour, dans une réunion des ministres des Affaires étrangères, est posée la question: qui veut organiser un sommet pour le climat qui était prévu, la COP 21, en décembre 2015. Personne ne levait le doigt. C'est comme en classe, vous savez, il y a une question, on espère que quelqu'un va lever le doigt, mais personne ne levait le doigt. Alors finalement, on m'appelle, j'ai dit, mais la France va l'organiser. Mais entre organiser un sommet et réussir un sommet, il y a un écart. Et donc il a fallu des mois et des mois. Et puis finalement, grâce au soutien d'Obama, à l'époque président des États-Unis, grâce à l'acceptation de la Chine, qui est sans doute un des pays les plus pollués, mais qui émet aussi le plus de CO2 avec les États-Unis, et qui est bien consciente, la Chine, que ça ne pourra pas durer, parce qu'il peut y avoir des réactions dans l'opinion publique, et puis des agressions de plus en plus fortes liées aux particules. Donc, on arrive à faire l'accord sur le climat. Donc c'est une somme d'engagement que chaque pays doit poursuivre. Donc l'Europe, à la suite de l'accord de Paris, s'est mis d'accord pour avoir des engagements, des objectifs communs. Puis patatras, Donald Trump quitte rompt l'accord sur le climat du point de vue américain. J'allais dire du point de vue du pouvoir fédéral américain, parce que quand même, heureusement, il y a beaucoup de collectivités aux États-Unis qui continuent de respecter les engagements. Et on s'aperçoit qu'au-delà de l'attitude américaine, qui d'ailleurs est rejointe par le Brésil, on s'aperçoit que même les pays qui ont signé, et malgré tous leurs efforts, font que on n'arrivera pas à atteindre l'objectif de limiter à 1 degré le réchauffement. Donc il faut en faire plus que ce qui est prévu dans l'accord. Et ça veut dire aller plus loin sur le renouvelable, fermer les centrales au charbon, faire en sorte qu'on puisse utiliser des véhicules électriques, isoler tous les logements. Chaque pays doit aller beaucoup plus loin dans l'accomplissement de ses objectifs. Et votre génération est sans doute la plus sensible, parce qu'on disait toujours qu'il faut respecter la planète pour les générations futures. Puis un jour, une génération future, c'est la vôtre, s'est levée en disant, mais à propos, c'est nous la génération. Vous allez peut-être encore vivre quelques années, c'est possible. Merci de nous y encourager. Donc vous allez pouvoir vivre. Mais enfin, vous avez respiré le bon air pendant toute une période. Mais nous, vous, donc, qu'est-ce qu'on peut espérer
Et avec toute la difficulté, c'est-à-dire chacun doit faire un effort individuel, hein, on trie ses déchets, on évite d'utiliser son véhicule, etc. Mais est-ce que ça a un sens si ailleurs, dans le monde, la Chine, l'Inde et même les pays africains ne respectent pas les règles? Et si en plus les États-Unis, aujourd'hui, s'en débarrassent? Donc c'est pour ça que la force, c'est l'opinion publique. Parce que même dans une dictature, et je ne vais pas les citer, mais il y en a quelques-unes quand même dans le monde, l'opinion publique, ça a un poids. Quand ça manifeste, ça commence à ébranler le système. Donc le fait que partout dans le monde, c'est à l'initiative d'une lycéenne suédoise, hein, partout dans le monde, ça a bougé, ça fait que dans tous les gouvernements, démocratiques ou non démocratiques, la pression s'effectue. Et je pense que c'est une pression tout à fait nécessaire. Alors après, il faut trouver des solutions. On s'est aperçu, vous avez vu, taxer l'essence, ça suscite quand même des réactions. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut le faire aussi avec la justice sociale aussi, parce que c'est pas les plus modestes qui doivent faire l'effort principal. Donc dire il ne faut plus que les avions circulent, oui d'accord, mais on les prend quand même les avions. Donc comment on fait? Comment on arrive à trouver le bon équilibre? Fermer une centrale au charbon, il y en a encore 4 en France. Il y a des gens qui travaillent dans les centrales au charbon. Il y en a une qui n'est pas très loin d'ici, donc il faut la fermer. Donc qu'est-ce qu'on va faire des travailleurs? Donc tout ça suppose une vraie organisation, une vraie planification, une vraie décision politique dans la durée. C'est d'ailleurs celle qui peuvent être saluées, les décisions politiques qui vont aller au-delà du mandat de celui ou de celle qui les a prises. Donc c'est pour ça que je pense que l'Europe aussi doit être capable, non pas de dire à chaque pays ce qu'il a lieu de faire, mais de faire respecter les objectifs de l'accord de Paris dans chaque pays. Et je vais prendre un exemple. Quand un pays fait plus de déficit de son budget qu'il n'est autorisé, c'est la règle, vous avez entendu parler de ça, des 3% par rapport à la richesse nationale. Ce pays est théoriquement sanctionné. La France a jusqu'à présent échappé aux sanctions, alors même qu'elle a été longtemps au-dessus de 3%. Mais qu'importe, le pays est sanctionné. Ce qui est d'ailleurs assez logique. On appartient à une même zone monétaire, on a l'euro en commun. Si on ne respecte pas les règles, les disciplines, on doit payer une sanction. On devrait faire la même chose pour le climat. Finalement, des pays qui n'acceptent pas ou qui ne vont pas assez loin dans la réduction des émissions de CO2 ou dans la lutte contre le réchauffement doivent payer une amende parce qu'ils infligent finalement un coût aux autres et surtout une détérioration de notre qualité de vie. Donc voilà pourquoi l'Europe peut être utile de ce point de vue. Autre question? On va peut-être passer à la série des questions libres. Tout à fait. Avec le lycée. Et on va commencer par Thibaut. Bonjour Monsieur le Président, donc Thibaut Trégui, également en classe de Terminale S au lycée Saint-Martin, quartier Sainte-Geneviève. Donc pour la question libre, si vous deviez retenir une personne rencontrée, une joie, un moment douloureux, la décision la plus difficile, un soutien important ou encore un regret, et enfin la plus grande fierté que vous pouvez retenir de votre quinquennat. Là, c'est une série. Donc on a toute la journée là. Il y a encore 2 questions libres. Non, mais on pourra en prendre plus. Mais je vais aller à l'essentiel. Celui qui m'est apparu le plus courageux, c'est Alexis Tsipras, le Premier ministre grec. Pourquoi? Il arrive en début 2015 au pouvoir. La Grèce subit déjà des plans d'austérité, a maquillé ses chiffres, etc. Bon. Et il arrive avec des promesses. Il est de la gauche grecque. Il arrive avec des promesses qui sont celles de renégocier, ce qui était assez légitime, de renégocier tout ce plan qui était imposé à la Grèce pour qu'elle reste dans la zone euro. Et lui pense que ça va être facile. J'essaye de lui expliquer que ça va être compliqué et qu'avec Angela Merkel, il va falloir qu'il révise ses leçons. Ce qu'il a fait, il a travaillé, beaucoup travaillé, et il a essayé de renégocier autant qu'il pouvait le plan qui imposait, c'est vrai, aux Grecs beaucoup d'efforts, parce qu'il y avait des déficits très importants en Grèce et une dette également abyssale, et ils n'arrivaient même plus à se financer sur les marchés. Bon, bref. Et puis, à un moment, il n'en peut plus,
Et il décide de faire aussi un référendum. Vous savez, quand on décide un référendum, c'est qu'on a quand même un vrai problème. Donc on essaye de le régler, et quelquefois il vous revient en boomerang. Donc lui, il fait un référendum pour dire est-ce que vous acceptez ou n'acceptez pas le plan que la Commission européenne, les Européens, imposent à la Grèce. Et alors, avec Angela Merkel, on dit, mais bon, tu vas faire un référendum, là aussi. Quelle est la question? On a bien compris. Quelle est ta réponse? Et lui, il dit, ma réponse, c'est non. On refuse le plan. On dit, attention, parce que si tu obtiens satisfaction, ça va être la rupture avec l'Europe. Alors, il fait son référendum. D'une certaine façon, il gagne son référendum, puisque c'est le non qui l'emporte. Et le soir, au téléphone, je lui dis, tu as gagné sur le plan politique, mais maintenant, tu vas peut-être perdre sur le plan économique. C'est-à-dire, tu vas sans doute être obligé de négocier la sortie de la Grèce de la zone euro. Et puis, en quelques semaines, on se retrouve au mois de juillet, c'était le 13 juillet 2015, toute une nuit, parce que souvent, les sommets européens, c'est la nuit, parce qu'on pense qu'à un moment, les esprits se fatiguent, l'attention se relâche et on arrive à conclure un accord plus facilement au petit matin que dans l'après-midi. Ce qui n'est pas faux. Hein, les gens dorment au bout d'un certain moment et sont moins exigeants, puis ont envie d'en finir. Bon, donc Tsipras, il essaye, il lutte, et à un moment, il accepte un compromis, parce que la vie politique s'est faite autour de compromis. Il faut trouver la conciliation entre ses objectifs, ses convictions et la réalité. Et il fait en sorte de trouver ce compromis avec nous, j'y reviendrai avec Merkel, et on fait accepter ça par le Conseil de la zone euro, et il revient devant son pays, et il doit justifier de ce qu'il a fait. Et grâce à son courage, parce que je pense qu'il a été vraiment audacieux et courageux, tenace, la Grèce est sortie pour une part de ses difficultés. Et ce que je voulais vous donner par cet exemple-là, c'est qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on espère réaliser. Dans une Europe, il faut toujours chercher, par la négociation, à arriver à l'intérêt commun. Mais pour ça, il faut des femmes ou des hommes qui sont mus par un intérêt qui est plus grand que simplement l'intérêt de leur pays, qui est de savoir que l'Europe, c'est un ensemble. Et ce qui m'amène à parler de Angela Merkel, qui est une partenaire qui a été, pour moi, en tout cas, une partenaire difficile, avec des objectifs toujours de rigueur, de sérieux, etc. On n'était pas de la même sensibilité politique, mais qui, à chaque fois qu'il y avait un sujet qui était important au plan européen, la présence de la Grèce dans la zone euro, la question des réfugiés, le problème de l'Ukraine qu'on a réglé ensemble, elle a été là. Et donc la France et l'Allemagne, c'est très important pour l'Union européenne. Si la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, l'Europe, à ce moment-là, ne pourra pas avancer. Et si en revanche, la France et l'Allemagne s'entendent, ça fait peur à tout le monde, dire quand même c'est toujours les mêmes, c'est les deux qui sont les leaders de l'Europe. Il faut essayer d'ailleurs d'éviter de parler de leaders de l'Europe, parce que chaque fois qu'on parle de leaders de l'Europe, les autres ne sont pas contents. C'est normal. Donc il faut essayer de montrer que la France et l'Allemagne partagent depuis le départ une idée de l'Europe, et que sans ces deux grands pays, c'est pas possible d'avancer. Alors après, tu m'as posé la question de la plus grande fierté, hein, ça, si j'ai bien retenu la liste. Je réponds toujours la même chose, parce qu'on me pose cette question souvent. Alors je pourrais dire, il y a des textes qu'on a pu faire voter, le mariage pour tous, des textes importants aussi pour l'emploi. Bon. Mais c'est pas ça que je retiens. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a partagé nous-mêmes. C'est pas ma fierté, c'est notre fierté. Et vous vous souvenez sûrement de ces épreuves, les attentats qui ont endeuillé notre pays. Et lorsqu'il y a eu l'attentat contre Charlie, puis l'attaque contre l'Hypercacher à Paris, il y a eu une réaction extrêmement forte des Français eux-mêmes. Et une manifestation était prévue. Une manifestation était prévue le 11 janvier 2015, parce qu'on souhaitait que l'ensemble de la nation puisse défiler pour défendre la liberté. Cette manifestation a eu lieu. Il y a eu près de 4,5 millions de nos concitoyens qui ont défilé. Et pas défilé contre, pas simplement pour exprimer un message de violence, de revanche ou de haine. Non, pour défiler pour
pour la liberté, pour les droits, pour le respect des convictions. D'une certaine façon, pour la laïcité, au-delà des sensibilités, des religions, hein, de vivre ensemble. Et puis, le vendredi, je reçois un coup de téléphone de Angela Merkel qui me dit « On devait dîner ensemble le dimanche ». Bon, ça n'avait pas de sens. Je dis « Bon, on devait aller à Strasbourg, c'était prévu de longue date. Vous savez, les réunions diplomatiques, c'est comme ça. Bon, on va reporter. » Mais elle me dit « Non, on va pas reporter. Je vais venir à la manif. » Je lui dis « Mais si tu viens à la manifestation, tous les chefs d'État, de gouvernement de l'Europe, forcément, moi je vais les prévenir, et ils vont tous venir. Et ils sont tous venus. Et puis, samedi, je reçois un coup de téléphone du Premier ministre israélien, Netanyahou, qui dit « Moi je viens à la manifestation, parce que des Juifs ont été assassinés parce que Juifs. Donc je me sens concerné. Bon, venez à la manifestation. » Mais je lui dis, je vais appeler le président de l'autorité palestinienne, parce que je sais qu'il veut venir aussi à la manifestation. Et j'appelle le président de l'autorité palestinienne qui me dit, moi je veux venir, mais je n'ai pas d'avion. Donc on a trouvé une solution. Et les deux ont défilé ensemble dans un boulevard de Paris, Voltaire en plus. C'était presque un signe de l'histoire, un signe philosophique, hein, du rassemblement qui était possible. Alors, ces chefs d'État et de gouvernement, normalement, n'auraient jamais dû être autorisés à défiler parce que, quand même, je sais pas, ils étaient une cinquantaine, une soixantaine, dans les conditions de sécurité. On ne savait pas exactement s'il n'y avait pas des terroristes qui pouvaient, à un moment, déclencher quelque chose. Alors, il m'a interrogé. Ça n'a pas duré longtemps, cette manifestation. C'est très rare, une manifestation de chefs d'État et de gouvernement. Une manifestation contre les chefs d'État et de gouvernement, ça c'est très fréquent, mais une manifestation de chefs d'État et de gouvernement, c'est rare. Et donc il me disait, mais est-ce que le boulevard est bien sécurisé? Est-ce que vous avez fait le vide? Bien sûr qu'on n'avait rien fait, on n'allait pas mettre des gens qui étaient dans leurs appartements dehors. Mais ils ont senti une ferveur ce jour-là, ils ont senti une fierté. Et ça, je pense que votre génération, vous en êtes les héritiers, hein, de cette fierté qu'on peut avoir quand le peuple français se retrouve uni, fort, capable de répondre au terrorisme par un message de liberté, de valeur universelle. Donc cette fierté, c'est la vôtre. Est-ce qu'il y a des questions encore ? Alors après les paroles solennelles que vous avez prononcées, Monsieur le Président, Julien va aborder une actualité plus récente. Bonjour Monsieur le Président. Quel regard portez-vous sur les gilets jaunes ? J'ai vu un vert, mais je n'ai pas vu de jaune. Si, j'en vois une, j'en vois deux même. 3. C'est toujours une surprise, un mouvement social. Souvent on dit, vous savez, les rentrées vont être difficiles, il va y avoir des grèves, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des conflits sociaux. Ça ne se produit pas. Là, depuis plusieurs mois, on sentait qu'il y avait une colère, peut-être qu'elle remontait à plus loin encore, de personnes qui se sentaient oubliées, isolées, parfois éloignées sur le plan du territoire, et qui, à un moment, ont trouvé une cause, en l'occurrence c'était le prix des carburants, pour dire non, on ne peut pas accepter d'être ainsi prélevés, fiscalisés, quand d'autres, plus riches, habitant les métropoles, finalement tirent tout l'avantage du système fiscal ou du système étatique. Et une fois que ce mouvement est lancé, il prend d'autres tournures. C'est plus sur les carburants, c'est sur la question du pouvoir d'achat, puis après c'est sur la question de la démocratie, etc. Dans les premiers jours, il aurait été sans doute possible d'y répondre uniquement sur la question des carburants. Et je vais prendre un exemple bien breton. Les bonnets rouges. Vous vous rappelez des bonnets rouges? Bon.
Alors, c'était quoi l'affaire des bonnets rouges? Il y avait donc eu un projet de taxe que mon prédécesseur, après ce qu'on avait appelé le Grenelle de l'environnement, avait décidé d'introduire, et qui était, là aussi, plutôt sur de bons principes. C'était l'idée que lorsqu'il y avait des camions qui traversaient la France, il fallait qu'il y ait une taxe qui puisse compenser les dégradations de nos routes et puis les pollutions que ces camions pouvaient engendrer. Donc la taxe était d'autant plus haute ou d'autant plus forte que le nombre de kilomètres que ces camionneurs pouvaient emprunter sur nos routes était important. Donc quand on arrivait de l'Est de la France et jusqu'en Bretagne, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en Bretagne, c'était plus cher. La taxe était supposée plus élevée. On avait mis des portiques. Et les gens n'aiment pas les portiques. Donc, un mouvement s'est créé. Et à un moment, on cherche une couleur. Eux, ils avaient pris les bonnets, ils les avaient mis rouges. Et ils commençaient à brûler les portiques et à contester. Et je disais au gouvernement, essayez d'expliquer. Mais il y a des choses qui sont inexplicables, même quand elles sont bien fondées. Allez expliquer qu'on va faire payer une taxe dont le dernier utilisateur, finalement le consommateur, va être obligé d'en acquitter la plus grande part, sans qu'on comprenne très bien comment c'est calculé, et qu'il y avait des portiques en plus. J'ai dit, là, on risque de nous exposer à l'incompréhension, puis la colère, puis la violence. Donc on avait retiré cette taxe. Ça m'avait été reproché, on dirait quand même, pourquoi il n'a pas continué, c'était un bon motif, l'écologie, etc. Je dis non, il y a un moment, quand c'est pas juste, quand c'est pas clair, quand c'est pas compris, eh bien, il faut reprendre le sujet. Et c'est ce qui s'était produit. Après quelques incidents, on avait arrêté. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas suspendu cette taxe? Est-ce que la Bretagne, qui avait d'autres problèmes à cette époque, il y avait aussi le problème des entreprises qui fermaient, de l'agroalimentaire, bon, bref. Et bien là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, au départ, ça part sur une taxe sur les carburants, puis ensuite, ça dégénère. Alors, c'est pas simplement sur le plan de la violence, c'est aussi que ça a traduit quelque chose qu'il faut toujours entendre. J'allais dire pour tout président, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a une partie de la population, celle qui n'est pas forcément dans les grandes entreprises, celle qui est confrontée à de la précarité, celle qui fait des travaux de service à la personne qui ne sont pas bien rémunérés, les retraités qui ont été là aussi fiscalisés et qui ne l'ont pas trouvé juste. Tout ça a créé sur les ronds-points une forme de solidarité. Et des personnes qui vivaient peut-être en souffrance une situation personnelle ont compris que d'autres étaient finalement confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Donc ça a créé aussi ce mouvement. Puis après, il y a toujours ce paradoxe, comment l'État qui impose à chaque automobiliste d'avoir un gilet jaune dans la voiture arrive à être contesté par ceux qui prennent des gilets jaunes dans la voiture. Ça, c'est le cas fortuit, si vous voulez. À un moment, un mouvement comme ça éclate et utilise une forme assez originale, ce qui fait que dans le monde entier, à cause des violences aussi, ce qui est quand même dramatique, le monde entier connaît les gilets jaunes. Et je reviens de Chine, là, on me dit, bah alors les gilets jaunes, ce qui en Chine peut paraître un peu curieux, mais les gilets jaunes, qu'est-ce qui se passe en France? Tellement ça a pris une tournure, si vous voulez, médiatique, mondiale. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est connu partout dans le monde. Alors comment on arrive à faire déboucher un mouvement comme ça? Et là, c'est peut-être là que je veux répondre. Ce qui est très important dans une démocratie, c'est d'avoir des représentants. Vous, au lycée, vous avez des délégués. Il y a un problème, le proviseur, les enseignants parlent aux délégués. Alors après, on conteste le délégué. Aussitôt qu'on l'a élu, on le conteste, mais c'est lui qui va, ou elle, qui va porter la parole. Les Gilets jaunes, un des problèmes qu'ils ont, et je pense c'est pour ça que ce mouvement n'aura pas beaucoup de suite, c'est qu'ils n'ont pas voulu se donner une organisation, une représentation. Qui, dans une société démocratique, est qualifié pour être la représentation? Ce sont les syndicats. Le rôle des syndicats, c'est d'exprimer justement les problèmes des salariés ou des retraités.
ce sont les partis politiques qui sont faibles en France et qui n'arrivent pas à les représenter. Donc tout le problème d'un mouvement comme celui-là, c'est de trouver son issue. Et l'issue, c'est, bon, au-delà du grand débat, c'est d'avoir des représentants. Et ces représentants, ils doivent être élus. Ça s'appelle la démocratie. Donc une autre question, on sort vraiment autre chose, c'est plus une question de société qui va vous être posée par Lauranie. Bonjour Monsieur le Président. La laïcité est-elle un concept trop français pour être compris en dehors de nos frontières? C'est un concept français, la laïcité, c'est vrai, même si vous savez qu'il y a d'autres pays qui revendiquent la laïcité. Longtemps, la Turquie a revendiqué la laïcité. La laïcité, c'est au-delà du concept, ce sont des lois de la République. Ce n'est pas une théorie, la laïcité. Ce sont des règles qui font que nous pouvons vivre en commun. Et parmi ces règles, la France a décidé depuis longtemps que la liberté religieuse devait être respectée, mais que dans un certain nombre de lieux, on ne pouvait pas afficher son appartenance religieuse. Un lycée, par exemple. De la même manière, un fonctionnaire en France ne peut pas avoir un signe religieux qui laisserait penser qu'il n'est pas neutre, impartial dans son rapport avec les usagers. Ça, c'est une conception française de neutralité et de séparation des églises et de l'État. L'État ne doit financer ni entretenir aucun culte. Ce qui pose un problème, par exemple pour les lieux de culte musulmans, qui sont une population qui est plus récente dans l'histoire de France que la population chrétienne. Et donc les églises ont été bâties il y a des temps anciens. Et c'est le patrimoine des communes. Mais aujourd'hui, une commune ne peut pas financer une mosquée, pas plus qu'aucun établissement religieux. Donc ça, ce sont des règles que la France a décidé depuis longtemps d'édicter et d'appliquer. Dans d'autres pays européens, c'est pour ça que la question est directement liée à l'Union européenne, dans d'autres pays, ce ne sont pas forcément les mêmes lois et les mêmes règles. Par exemple, au Royaume-Uni, qui va s'en aller, mais ça n'a rien à voir, au Royaume-Uni, il y a des fonctionnaires, même des policiers, et même des militaires qui peuvent afficher leurs convictions religieuses. En Allemagne, longtemps, il y a eu cette ambiguïté. Maintenant, ils viennent plutôt vers des positions, j'allais dire, plus françaises. En Italie, c'est encore différent, compte tenu de la place de l'Église catholique en Italie. Donc, en Pologne, là aussi, les règles de la place des religions sont différentes. Et l'Europe n'impose aucune règle de ce point de vue. Il y a même une Cour européenne des droits de l'homme, qui est une cour fondée sur un traité qui n'est pas lié à l'Union européenne, mais qui est plus large que l'Union européenne. La Cour européenne des droits de l'homme fait toujours une vérification entre ce qui est la liberté individuelle, la liberté religieuse et les règles que l'on peut imposer. Donc il y a aussi une vérification à ce niveau-là, mais l'Union européenne en tant que telle n'a pas posé de principe lié à la laïcité. Et nous-mêmes, nous devons être toujours conscients que ces règles-là nous protègent tous, parce que les règles de la laïcité, ce sont des règles de tolérance, de liberté de conviction, de liberté de croyance, et aussi de vie commune. Et nous avons besoin de règles qui nous rappellent que nous sommes une même nation, avec des mêmes principes, et qui nous unissent. Alors, ce n'est pas toujours facile à accepter. On peut quelquefois contester, on peut dire mais ça me bride même. Mais il faut bien comprendre que c'est dans des espaces bien particuliers, ce qu'on appelle les espaces ici du service public. Mais je vais prendre un exemple. Dans un lycée, il ne peut pas y avoir de signes religieux, pas plus d'ailleurs que de signes politiques. On ne peut pas arriver avec son étiquette. En revanche, à l'université, parce que l'université, ce sont d'autres principes où on sait qu'on est des citoyens avec une liberté plus grande. Là, il est possible d'avoir des signes religieux. Ça a été parfois contesté. Il y a même eu des demandes de légiférer là-dessus.
Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait, dans certains lieux, imposer une conception très stricte de la neutralité, moins dans des lieux universitaires. Dans la rue, donc, on peut avoir des signes religieux. Mais en revanche, et il y a eu un débat là-dessus, sur la question de la burqa, où les personnes n'avaient pas le visage découvert. Là, une loi a été votée pour que, même dans la rue, on peut afficher son signe religieux. C'est en Bretagne où ça se pratiquait, les prêtres circulaient en soutane. Mais on peut afficher son signe religieux, mais on ne peut pas avoir le visage dissimulé. Tout simplement parce que c'est un rapport aussi qu'on veut avoir avec les autres. On doit à chaque fois avoir son visage dissimulé, non dissimulé. D'ailleurs, dans les manifestations maintenant, il va falloir aussi avoir son visage non dissimulé. Une dernière question, peut-être plus sur la politique intérieure actuelle, de Suzanne du lycée Zola. Bonjour Monsieur le Président. Votre successeur, le président Emmanuel Macron, a fait partie de votre gouvernement en tant que ministre de l'économie. Comment jugez-vous sa politique aujourd'hui et y retrouvez-vous une certaine continuité avec votre ligne politique ? Je suis donc moi-même contraint à un principe de neutralité et je ne peux pas aller devant vous, même si certains sont citoyens, avec l'étalage de mes propres convictions. Mais ce que je vais vous dire, c'est que de président à président, il y a toujours une part de continuité, ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il y a des choses qui sont engagées, qu'on doit poursuivre. Moi-même, j'évoquais tout à l'heure, suite à la question sur les gilets jaunes, à propos des bonnets rouges, que j'avais repris aussi, ce qu'avait décidé mon prédécesseur, parce que c'était engagé, que je n'avais pas de raison de le mettre en cause. Donc il y a toujours une part de continuité. Il faut qu'il y ait cette part de continuité. Tout ne doit pas être rompu au prétexte qu'il y a un nouveau président. Et puis, il y a des différences qui doivent, là aussi, être comprises. S'il y a des élections, c'est parce qu'il y a des changements qui doivent être opérés. Et quelquefois, tout successeur veut se distinguer de son prédécesseur. C'est bien légitime. On veut faire différemment. Donc, on va dire qu'Emmanuel Macron fait à la fois différemment sur la méthode et différemment sur les choix politiques. Mais c'est la liberté et c'est la démocratie. Une question peut-être un peu plus personnelle de Celle-là, la part... elle était déjà un peu... Oui, c'est vrai. Et c'est Pauline qui vous la pose. Bonjour Monsieur le Président. Alors nous voulons vous poser la question suivante. Si vous aviez toujours eu pour ambition de devenir président de la République ? Je l'ai déjà assouvi, cette ambition. Quand je me suis engagé dans la vie politique, je voulais être député parce que pour moi, c'était une fonction de représentation qui correspondait vraiment à ce que j'avais comme vocation. Ensuite, je suis devenu chef de parti, j'ai pris d'autres responsabilités locales, nationales, et à un moment, les circonstances ont voulu que je puisse me présenter à l'élection présidentielle et être élu. Si ta question c'est est-ce que j'aurais souhaité me représenter, oui, mais je pensais que c'était pas forcément, dans le contexte de la fin de l'année 2016, opportun avec des risques d'extrême droite et de droite. Bon. L'ai-je regretté? C'est une autre question. Mais je dois dire que avoir été président de la République, j'ai été le 7e, donc ça n'arrive pas si fréquemment d'être président de la République. Toute personne engagée ne devient pas nécessairement président de la République. Beaucoup imaginent qu'ils vont devenir président de la République. C'est ce qui, d'ailleurs, quelquefois obstrue leur jugement ou les rend un peu confus ou sinueux. Hein, des gens qui changent de parti, qui changent de camp, qui changent d'opinion, qui changent de conviction, parce qu'ils pensent que ça va les conduire là. Non, moi je pense au contraire, si j'avais un conseil à donner, il faut rester constant dans ses convictions et pas penser qu'en changeant de conviction, on va changer de destin. Alors, donc j'ai déjà accompli d'une certaine façon, non pas un rêve, parce qu'on ne rêve pas d'être président. C'est pas pour soi qu'on devient président. On peut en être fier, mais c'est d'abord pour changer la condition de ses concitoyens. C'est pour
réaliser une traduction de ses convictions. C'est pas simplement pour le plaisir de dire ça y est, je suis président, j'y suis arrivé, et maintenant que m'importe. Non. Donc voilà, si c'était en termes d'ambition, j'ai déjà atteint, non pas un objectif, j'ai déjà atteint un accomplissement et éprouvé une grande fierté avec néanmoins beaucoup d'épreuves, hein, parce que j'ai été président dans une période, c'est ainsi, et on ne la choisit pas. On ne dit pas, voilà, moi je veux être président, mais il ne faut pas qu'il y ait de crise économique, il ne faut pas qu'il y ait d'attentats terroristes, il ne faut pas qu'il y ait de manifestations. Non, on prend la responsabilité du pays parce qu'à un moment, on a été appelé, et c'est souvent parce que les autres n'ont pas réussi. C'est rare que les prédécesseurs aient complètement réussi. Donc, voilà, j'ai fait ce que je pouvais, ce que je devais. Après, la vie n'est pas terminée, mais je n'ai pas d'ambition autre que celle-là. Monsieur le Président, une dernière question peut-être ? Oui. Je crois que vous revenez de Chine. Oui. Et donc, Morgane a une question à vous poser. Bonjour Monsieur le Président. J'avais une question. Est-il raisonnable de nouer des relations commerciales avec des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, donc comme la Chine ? Ça, c'est une question à laquelle j'ai été confronté tout au long de mon mandat, et je pense mon prédécesseur comme mon successeur aussi. S'il fallait rompre les relations commerciales avec les pays non démocratiques, nous commercerions avec l'Europe, avec les États-Unis, avec le Canada, avec une partie de l'Amérique latine, avec une partie de l'Afrique. Enfin, ça n'irait pas beaucoup plus loin. Il faut se rendre compte. Ou avec l'Inde, qui est une grande démocratie. Donc, on est amené à avoir des relations commerciales avec des pays qui n'ont pas le même système politique que nous. Mais ce qu'il faut faire, c'est chaque fois leur rappeler les règles de droits de l'homme. Et de faire en sorte que ça puisse être une pression qui puisse s'exercer sur ces pays. Et la Chine évoque un autre modèle en disant, mais vous savez, j'ai eu cette conversation avec le président Xi Jinping, il me dit, vous savez, moi je suis à la tête d'1,4 milliard d'habitants. Moi, je n'en avais que 70 millions à offrir, donc bon, donc c'était son argument. Il me dit, vous savez, quand vous avez 1,4 milliard d'habitants à diriger, un humain sur 5, vous êtes amené à faire des concessions et à penser que la démocratie, à ses yeux, ne pouvait pas être le système qui correspondait aujourd'hui au mode de développement de la Chine. Mais là où tu as raison, c'est que on a tous pensé que le développement du commerce, des échanges économiques, allait aboutir nécessairement à la démocratie. Que les habitants, à mesure qu'ils allaient accéder à un niveau d'information, d'éducation et aussi de relative prospérité économique, allaient avoir des exigences démocratiques. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas nécessairement vrai. Et donc, il faut se battre pour la démocratie, pour expliquer que c'est pas simplement un système occidental, c'est pas simplement un système européen ou américain. C'est vraiment une conception de l'humanité. De faire que chaque individu puisse être responsable de son destin, puisse prendre part à son destin. Alors, ils nous regardent, tu parlais des Chinois, ils nous regardent. Ils regardent même les Gilets jaunes, je disais. Ils regardent, ils disent, alors, est-ce que c'est bon, votre système ? Est-ce que ça vous permet d'être une grande puissance ? C'est plus compliqué d'être à la tête d'une démocratie que à la tête d'un pays qui ne respecte pas les droits. Je prends toujours cet exemple-là parce que ça peut vous marquer. Quand Vladimir Poutine rencontre un président ou un chef de gouvernement en Europe, il le regarde avec ses yeux un peu particuliers quand même. Il le regarde avec un sourire. Et j'arrivais à lire ce qu'il pensait en disant, bon, lui ou elle, il est là pour 5 ans. Peut-être 10 s'il y arrive. Mais moi, je suis là pour bien plus longtemps. Ça fait une différence. Le président chinois, il fait un plan pour... il sera sans doute plus là à ce moment-là, mais il fait un plan pour 2050. Pourquoi 2050 ? Parce que ça sera
centenaire de la révolution communiste. Donc, en démocratie, pour se projeter, c'est plus difficile. Hein, les mandats durent 5 ans, on n'est pas sûr de pouvoir être candidat, de pouvoir être élu. Dans les systèmes non démocratiques, on pense qu'on a le temps. Quelquefois, on se fait surprendre hein, quand même. L'Union soviétique s'est quand même effondrée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la démocratie, ce n'est pas comme l'air qu'on respire. C'est pas naturel. Il faut se battre pour elle, pour la préserver, pour la défendre, pour la promouvoir. Même si c'est plus compliqué de faire entendre quelquefois raison, de trouver des compromis, c'est quand même plus beau de vivre en démocratie que de vivre dans un pays qui ne l'est pas démocratique. Ben, merci beaucoup pour toutes vos questions, en essayant d'avoir répondu à toutes vos attentes.